Ça y est, c'est parti, nouveau débrief. On va parler cette fois de notre expérience en Roumanie, un voyage qui s'est passé en septembre 2019. Alors d'abord quelques informations pour les vidéos. J'ai moins le temps d'en sortir, donc c'est vrai que la fréquence de sortie des vidéos se fait plus rare. Mais bon, j'essaie de plus les travailler aussi, donc plus de qualité, moins de quantité. Puis maintenant, je vais les sortir plutôt le dimanche soir, vers 18h. Et puis pour cette nouvelle série de vidéos sur le voyage en Roumanie, j'ai tenté entre guillemets un nouveau format avec les voix off en plus, qui je trouve pas trop mal. Donc ça permet de compléter un peu mes superbes interventions face caméra lors du voyage. Et puis comme ça, on apprend plus de choses. Et ça, c'est bien. Cette fois, il y aura plus de catégories. On va parler des paysages, on va parler des villes, on va parler aussi des citadelles et châteaux. Et puis des points un peu plus spécifiques au pays, parce que je pense que ça mérite d'en parler, les traditions du pays, les routes et transports, et puis bien sûr tout ce qui est hébergement, nourriture, et puis les anecdotes, puisqu'on en a encore pas mal sur ce voyage-là. Donc normalement, si je n'ai pas oublié, les timecodes de chaque catégorie devraient être présents dans la description juste en dessous. Normalement. Ok, donc c'est parti pour la première catégorie, les paysages. Alors les paysages en Roumanie, c'est pas ce qu'on retient le plus, à mon sens. Mais il y a quand même des choses à voir. Bon, déjà, quand on a pris l'avion, on est passé au-dessus des Alpes, des jolis décors des Alpes, le sud de l'Italie. On est passé aussi au-dessus du lac Balaton, qui m'a rappelé mon voyage dans les Balkans, et que j'ai reconnu directement, avec la petite péninsule, la petite presqu'île qui passe en son centre, je l'ai reconnu. Mais pour ce qui est des paysages, c'est sans doute les Carpates qui reviennent le plus quand on pense aux paysages en Roumanie. On a pris la Transfiguration. La route est très très belle, il n'y a pas de difficulté pour circuler, et c'est celle qui zigzague dans tous les sens à travers les montagnes. Il y a un tunnel aussi au sommet. Mais ce qui est avec ce paysage, ce qui est assez particulier, c'est aussi que on arrive sur les sommets. Donc nous, on arrivait du sud, et ensuite on voit le nord, et vraiment après les montagnes, c'est tout plat, c'est un plateau. La Transylvanie, c'est vraiment un plateau. Jusqu'à l'horizon, on voit qu'un plateau. Donc on voit les montagnes qui se terminent d'un coup, et ensuite plateau. Alors, sinon, le troisième jour, on est allé aussi à Rapport-Rochier. C'est un flanc de montagne qui était travaillé par l'eau, qui a une couleur rougeâtre, d'où son nom. Et vraiment, c'était très joli cet endroit. C'était assez vertigineux aussi pour moi, pour moi qui suis pas mal monté pour essayer de faire des jolis plans et décoller le drone à un endroit assez élevé. C'est une fois arrivé en haut, je me suis dit, mais comment je vais redescendre ça? Parce que quand t'as le vertige, c'est pas évident. On dirait pas sur les vidéos, mais c'était assez casse-gueule. C'est ça, on y va, c'est bon. C'est la bonne route. Waouh. Je n'arriverai jamais à descendre. Quand je suis redescendu, je m'agrippais aux branches. J'étais griffé de partout avec les branchages. Mais au moins, ça m'a sécurisé en descendant. Bon, j'ai mangé un peu quand même. J'ai pris un peu cher quand même. Et à ce moment-là, quand j'ai fait décoller mon drone aussi, je me suis éclaté le pouce. J'ai voulu faire un plan stylé en faisant venir le drone par derrière moi. Et en fait, je m'étais un peu mal pris. Le drone était vraiment très proche de moi. Donc au moment où il arrivait à mon niveau, j'entendais les hélices, mais vraiment à quelques centimètres de mes oreilles. Et je me suis retourné, juste regardé sur le côté, et je voyais qu'il était bas, il était vraiment juste là. Je l'ai agrippé, je me suis défoncé le pouce, et il a failli finir à quelques mètres plus bas, mais j'ai réussi à le poser de manière plus ou moins réussie. Mais bon, il avait rien, donc ça va. Un autre joli paysage involontaire, c'est le lac de Giamana. C'est un lac qui a été pollué par des eaux venant des mines de cuivre qui a été déversées dans une vallée en fait, où il y avait un petit village. Et ça a créé un lac artificiel apparemment. Et donc aujourd'hui, on ne voit plus que quelques ruines de maisons en bois qui étaient assez hautes sur l'ancien village. Le clocher de l'église, mais on est allé trop loin en fin de compte. Ça faisait des jolies couleurs, même si la vérité derrière est tragique. Ça faisait des jolies couleurs cuivré quand même, parce que c'était littéralement du cuivre. Le lendemain, on avait encore du cuivre, de la terre un peu cuivrée sur les chaussures. Je pense que c'est pas très bon pour la santé de rester là longtemps, mais pourtant il y a des gens qui habitent à même pas 100 mètres. Alors sinon, le quatrième jour, on a fait une gorge qui est l'Etourzi, je suis pas sûr de la prononciation. Je pense qu'on n'est pas allé assez loin pour voir les endroits les plus intéressants, mais c'est pas la gorge la plus belle du monde, parce que les eaux étaient pas très claires. Elles étaient très marron, donc déjà c'est pas très joli. Par contre, il y avait quelques ponts assez sympathiques qui bougeaient dans tous les sens, et ça c'était une expérience. Et puis ce même jour, on est allé à Tourda. Je compte ça plus ou moins comme un paysage, mais c'est pas vraiment un paysage puisque c'est créé de la main de l'homme, la mine de sel de Tourda. Et quand on est à l'intérieur, vraiment c'est un autre monde. C'est vraiment immense déjà. Surtout la mine Teredia qui est en forme de grande cloche dans laquelle il y a de l'eau dans le fond, avec une petite île qui a été créée
par dépôt de sel en fin de compte. Puis il y a tout un parc d'attractions. Et donc dans cette mine-là, on peut faire de la barque. À l'endroit où on prend la barque, on voit vraiment le fond de l'eau. Si on tombe dedans, au pire, on a de l'eau jusqu'aux hanches. On se dit, bah, c'est bon, tranquille. Et on a appris bien plus tard, quand je faisais les épisodes, que finalement, ça allait jusqu'à 8 mètres de profondeur. Donc je me dis, heureusement qu'on l'a pas su sur le moment, parce qu'on aurait été un peu plus paniqué, probablement. Pas trop mon truc, de pas voir ce qu'il y a dans le fond. Il n'y a pas grand-chose à mon avis, vu la salinité de l'eau. Mais d'ailleurs, Loïva a goûté l'eau et quand on l'entend rapidement dans la vidéo, elle a goûté l'eau et puis ouais, apparemment c'était très salé. J'ai pas fait le test parce que je savais bien que c'était complètement con de le faire. Mais bon, il y a bien quelqu'un qui a essayé, donc voilà. Et d'ailleurs, quand on voit les dépôts, les traces que ça fait sur les vêtements et sur les sacs, on se doute bien que c'est pas une bonne idée de goûter à cette eau-là. Et puis sinon, donc oui, comme je disais, c'était un vrai parc d'attractions. Il y avait un mini-golf, il y avait des tables de ping-pong, il y avait aussi une salle de sport sur la mine la plus haute, et puis une roue carrément. Il y a un petit amphithéâtre aussi en bois, d'énormes ascenseurs et aussi des escaliers. On a pris l'ascenseur pour descendre, on a pris les escaliers pour monter. C'était assez sportif aussi. Autrement, ce même jour, juste après, on est allé à Oya Forest. Elle est réputée pour être hantée. Bon, bah, on n'a pas vu grand-chose. De toute façon, on n'est pas resté très longtemps dans cette forêt, mais puis on y est allé 2 jours aussi. Normalement, il y a aussi surtout, et c'est surtout la raison pour laquelle je voulais y aller, c'est il y a des arbres qui ont des formes assez particulières. Le problème, c'est qu'on n'est pas allé assez loin dans la forêt. On n'a sans doute pas du bon côté. Normalement, il y a des arbres qui ont des formes assez spécifiques. Par contre, il y avait beaucoup d'insectes, des sortes de tout petites mouches qui volaient et qui se posaient en permanence, mais vraiment qui agressaient presque à force de se poser sur moi. J'ai cru devenir fou à ce moment-là. Et il y avait beaucoup d'araignées sur le sol aussi, ça vraiment on en a vu plein. Tous les 3-4 mètres, on voyait quelques araignées. Et puis après, le jour suivant, on n'a pas fait particulièrement de paysage, mais c'est plutôt le 6e jour, quand on est redescendu en retraversant les Carpates. Cette fois, on est allé au Boussegui. On s'est garé sur un terrain de tennis, parce qu'apparemment, ça fait aussi parking. On va prendre le téléphérique. On s'est garé sur un parking. Ici, les parkings, c'est des terrains de tennis. Pourquoi pas. Et on est monté avec un téléphérique qui grinçait pas mal. Et on est arrivé donc avec un tout paysage qu'on avait vu le 2e jour, la première fois qu'on était allé sur les Carpates. Cette fois, il y avait du brouillard. C'est dommage parce que, a priori, les paysages de ce point-là étaient assez jolis. Mais ça donnait aussi une ambiance. On voyait pas très loin. Une quinzaine de mètres, on voyait plus après. Si bien qu'on a failli plusieurs fois se perdre, se tromper de route. Mais vu qu'on n'est pas des boucs. Je t'avais dit qu'il fallait pas suivre cette route. Je suis pas censée savoir, moi je suis pas un bouc. Je suis pas un bouc. Et il faisait vraiment froid. Le métal qui collait aux mains. J'avais bien fait de prendre ma chapka. En plus, les gens de la station qui étaient au sommet n'étaient pas particulièrement sympathiques. On sentait qu'on les faisait chier, quoi. Vraiment. Quand on allait plus à l'est, la grosse étape du 7e jour, c'était le delta du Danube. Mais c'est le moment où on a eu la pluie qui a vraiment gâché la journée. On devait prendre un bateau. Un tout petit bateau, c'est avec des bâches transparentes à moitié, ou comme une tente de camping qui mettent par-dessus sur le bateau pour empêcher qu'il y ait de la pluie, mais on n'aurait rien vu à travers, il y avait du brouillard partout. Donc on a décidé d'abandonner. Déjà, c'était pas très safe. Et puis on n'aurait pas vu grand-chose. J'étais un peu déçu pour cette étape-là, qui aurait été probablement l'un des plus beaux décors qu'on aurait pu voir. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de descendre plus au sud, parce qu'on avait vu qu'il faisait normalement meilleur au sud. Bon, c'était pas non plus, il faisait pas non plus grand soleil, mais au moins il pleuvait pas. Et on a pu visiter Nissala, la citadelle des Nissala. Enfin, très rapidement. C'est vraiment une ruine, quoi. Ça vaut pas franchement le coup. C'est surtout le fait d'être sur la butte. On a une vue sur les alentours. La citadelle en elle est pas terrible. Il y avait un cheval aussi à cet endroit-là. On s'est fait engueuler parce qu'on caressait le cheval. Le propriétaire était en haut sur la citadelle et il commençait à nous gueuler dessus. Enfin, je sais pas, il parlait en roumain, on n'a pas trop compris. Probablement ils nous engueulaient. Bon. Puis enfin, un dernier décor qu'on a vu, c'est Mamaya Beach, la plage de Mamaya, qui était clairement plus une poubelle qu'autre chose. Il y a beaucoup de déchets là-bas. Donc c'est pas la plus belle plage que j'ai fait de ma vie, clairement. On s'est pas baigné, on pensait se baigner au début, mais quand on a vu la couleur de l'eau et puis je sais plus combien de méduses on a vu sur le sol, c'était clairement pas une bonne idée. Bon, maintenant, on va parler des villes en Roumanie. Alors, la première ville qu'on a faite, donc c'est la capitale, puisqu'on est arrivé à București, à Bucarest. On est arrivé vers 15h, 16h, un truc comme ça. On était assez tard parce qu'on a mis plus de temps que prévu à récupérer la voiture. Et quand on est arrivé, on pensait se garer sur la place principale de la ville, juste en face du palais du Parlement, donc le gros bâtiment vraiment iconique
Et on s'est garé quasiment à côté, on a vraiment pas eu de mal à se garer. Et puis sur un parking gratuit en plus, donc en plein centre. C'est incroyable de ce point de vue-là de pouvoir trouver un parking gratuit en plein centre dans une ville, dans une capitale. On est allé se balader donc en commençant par le palais du Parlement. Et sur la place principale, il se trouve que ce jour-là, ils étaient en train de préparer un concert. Donc toute la place principale était bloquée. On n'a pas pu prendre les magnifiques photos avec l'allée et le boulevard qui débouche sur le palais du Parlement. Mais bon, ça mettait un peu d'ambiance. On a pu voir de loin la future plus grande cathédrale orthodoxe du monde, qui est en construction juste derrière le palais du Parlement, qui fait débat dans le pays, parce que beaucoup d'argent apparemment a été investi dans cette cathédrale alors qu'il aurait pu servir pour autre chose. Et donc ensuite on voulait faire le palais du Parlement, donc on est parti sur la face nord, donc c'est la face est qui est en face du long boulevard. Donc on est parti sur la face nord en faisant tout le tour des travaux. On est rentré dedans, mais c'était déjà le dernier tour, la dernière visite guidée, et il y avait beaucoup trop de monde. Tout était plein. Et donc finalement on s'est dit on le fera peut-être le 9e jour en revenant. Mais bon, finalement on n'a pas pu le faire. Apparemment c'est assez joli, il y a des salles énormes, totalement vides. Le bâtiment est beaucoup trop grand pour ce à quoi il sert. Donc ça devait être assez impressionnant, assez particulier, mais bon, on n'a pas pu le faire. On a vu au moins l'extérieur. Et c'est vrai qu'il est imposant comme bâtiment. On a vu la gendarmerie monter, on a vu la circulation faite au sifflet. On est allé dans un parc, le parc Chismigiu, qui symbolise un peu le côté vert de la ville, parce qu'on était assez surpris. La ville est vraiment assez propre. En tout cas, les quartiers qu'on a fait. Elle est assez verte, la ville. On a vu aussi une horloge qui n'était pas du tout à l'heure. J'ai pas compris. Elle avait pas, c'était pas juste 1 heure de décalage ou un truc comme ça. C'était un compte qui était pas rond. Ça doit être 1h05 ou j'ai pas compris. Elle tournait, mais elle sonnait, mais elle n'était pas à l'heure. Pourquoi pas. Après, dans Bucarest, on a vu quelques autres bâtiments et puis aussi des passages intérieurs, comme le passage Joule Villa Cross-Maca, où il y a pas mal de bars à chicha. On a vu des grosses chichas qui sont posées sur le sol et qui montent jusque cette hauteur-là, quasiment. Et puis on est allé voir aussi la petite église en plein centre, la Biserica Stavropoleos, qui est assez jolie. Bon, en soi l'église, elle a rien de particulier, mais c'est surtout la cour intérieure qui est vachement jolie. Et on a pris pas mal de photos à ce moment-là, c'était assez sympa. Donc le lendemain, le 2e jour, on est parti faire le nord. On a fait Curtea de Argeș. Enfin, on n'a pas fait la ville, mais on a fait le monastère, qui est sympa, mais sans plus, quoi. Il y a une bonne partie qui était en travaux. L'entrée de l'église dans laquelle on est allé, il est payant. Pas grand-chose, hein, c'est quelques lais, mais bon, là, c'est payant, quoi. Et puis après, plus au nord, on est allé à Kartsa. Kartsa, c'est la ville dans laquelle il y a une vieille abbaye en ruine, dans laquelle a été tourné le film La Nonne, que je n'ai pas vu d'ailleurs. Mais voilà, et donc il y a une petite église, et en fait la particularité de ce lieu, c'est que c'est une propriété privée. Donc c'est très particulier, parce que donc, nous on y allait, c'était vers l'heure de la fermeture, il était peut-être 16-17 heures. La propriétaire a une maison dans le jardin juste à côté en fait. Il n'y a pas de barrière, il n'y a rien du tout. Et donc elle vient nous voir pendant qu'on se baladait dans l'église pour nous dire « Ah, vous pourrez rester, mais juste quand vous partez, sortez par telle porte parce que l'autre je l'ai fermée. » Donc déjà très bizarre, elle nous laisse rester le temps qu'on veut. Quand vient le moment de partir, on est sorti du coup par sa porte d'entrée de sa propriété privée à elle. Donc c'était très très bizarre. Surtout qu'à ce moment-là, elle est en train d'accueillir des gens qui venaient de rentrer. Et nous, on passe comme ça, comme si on était de la famille. Enfin, c'est très particulier. Donc ouais, c'est assez particulier. Donc la propriété privée, c'est original de faire visiter du coup des lieux comme ça alors que appartient à la personne, quoi. Et puis ensuite vient la deuxième grosse ville qu'on a pu faire, qui est Sibiu, dans laquelle on a dormi. Sibiu, vraiment, c'était déjà de base, je savais que ça allait être une belle ville à visiter, puisqu'il y a plein de bâtiments assez jolis, vraiment typiques de la Transylvanie et plus globalement de l'influence austro-hongroise, puisque la Transylvanie a été très longtemps dominée par les Austro-Hongrois. Et vraiment, on voit cette patte architecturale, comme dans d'autres pays de l'ancienne Autriche-Hongrie. Et donc vraiment des très jolis bâtiments, des maisons assez colorées, et puis une place centrale qui était encore une fois pas vide, puisque là ils préparaient une fête pour le soir même, et du coup c'était très sympathique parce qu'on a pu y participer. Il y avait un marché, toute une fête à 12 un chapiteau avec des chanteurs, plein de stands, et puis aussi des crêpes de Paris. Scandale. Gros scandale, les crêpes de Paris. Et qu'on n'a pas goûté du coup, hein, bien sûr. On a pu voir un peu aussi les traditions du coin, avec aussi tous les souvenirs qu'ils vendaient, et puis les choses la nourriture qu'ils mangent dans ces circonstances. Des sortes de chips faites directement sur une patate, sans la couper totalement. C'est assez bizarre, je sais pas trop comment expliquer, mais bon, une image vaut 1000 mots. Et puis à Sibiu, en se promenant dans les petites rues, on a vu aussi
une petite chariote, je sais pas comment appeler ça, mais qu'on a eu aussi l'occasion de voir à Bucarest, des tout petits véhicules qui se convertissent en fait en stand de café ou autre chose d'ailleurs. Là en l'occurrence c'était un petit véhicule rose qui peut se transformer en stand de café. C'était assez étonnant de voir ça. Et à Sibiu, il y avait quelques gueules saoules. On a vu, j'ai filmé sans faire gaffe un gars qui a failli tomber par terre. Et puis il chantait, c'était vraiment la fête, les gens chantaient. Apparemment c'était l'anniversaire de quelqu'un aussi, donc ils lui ont fêté son anniversaire en chanson aussi. Voilà, et donc on n'a pas fait de grosses villes avant un petit moment après. C'était à proprement parler, c'était à Cluj-Napoca. C'est une grosse ville, hein, Cluj-Napoca. C'est encore plus imprégné du style austro-hongrois. Après, on n'est pas resté longtemps dans la ville, mais on a fait vraiment les gros bâtiments. Et pareil, même style architectural, autrichien, Europe centrale, quoi, vraiment. Pour le coup, qui diffère vraiment du style de Bucarest, de tout ce qui est l'ancienne Valaquie et l'ancienne Moldavie. Vraiment, on sent, une fois qu'on passe les Carpates, le style architectural qui diffère. Et puis en redescendant vers le sud, on est allé à Sighisoara, donc là c'était vraiment l'étape à pas louper, la ville de naissance de Vlad Tepes, Dracula. Et vraiment c'est des bâtiments très spécifiques aussi à la ville. C'est vraiment un style encore différent d'architecture, c'est des maisons très colorées. C'est une ville qui a été fondée par les Saxons il y a très très longtemps, donc elle a un style architectural assez particulier aussi, et vraiment des maisons très colorées, très jolies. Et ce qui est vraiment joli, c'est que chaque maison a sa couleur, ça donne vraiment une mosaïque de maisons colorées, c'est assez joli. Il y a quelques rues qui sont vraiment très sympathiques, et puis les places aussi. Et puis il y a un cimetière sur les hauteurs aussi qui est sympa. Sympa pour un cimetière, quoi. Sighisoara, c'est là aussi on a fait tous nos emplettes, tous nos souvenirs. D'ailleurs, tous les souvenirs sont juste derrière là. On a pris des œufs peints, donc ils sont pas originaires de cette région-là, plutôt la région du Nord, mais on n'est pas allé suffisamment dans le Nord pour en avoir directement là-bas, mais on a pris quelques œufs peints, quelques autres souvenirs aussi. Et du coup, la dame chez qui on a acheté des souvenirs, elle était vraiment refaite. On a tout acheté au même endroit. Et vraiment, elle était trop contente. Elle nous a offert une boule à neige. Et puis, elle nous a emballé les œufs dans du polystyrène, puis dans des boîtes, pour éviter qu'on les casse. Un par un. Ça a pris une demi-heure, le truc. Mais au moins, ils étaient safe et au moins, ils n'ont pas cassé pendant le vol du retour. Donc, vraiment parfait. Parce que c'est vraiment... Enfin, c'est un œuf, donc c'est pas la chose la plus solide, le souvenir le plus solide. Et le plus facile à rapporter. Voilà, en descendant plus vers le sud, on a essayé de faire une petite ville aussi avec des maisons très colorées. C'est Viskri. Le problème avec Viskri, c'est qu'il n'y a qu'une route qui est accessible. Et en venant du nord, c'est pas le plus pratique parce qu'en fin de compte, il y a une route, mais elle est en sens interdit. Il faut descendre plus au sud de la ville pour remonter vers le nord. Donc on avait prévu de faire ça, aller sur la route. Et déjà, on était quasiment à court d'essence. Et le pire, c'est que quand on est arrivé après quelques kilomètres, on est arrivé devant des gens qui bloquaient la route parce qu'il y avait des travaux tout du long. Et ils bloquaient la route, donc Viskri était inaccessible. Donc, c'était vraiment dommage parce que c'est une ville qui méritait, je pense, d'être visitée. Tant pis, on a eu plus de temps pour la suite du coup, où on est donc descendu vers plusieurs villes qui sont collées aux Carpates, vraiment au bord des Carpates. Et donc c'est marrant parce que plusieurs villes dans ce coin-là ont leur nom sur les sommets alentours, comme à Hollywood. Donc il y a Brasov et puis il y a Rechnov qui ont leur nom affiché sur les hauteurs. Donc, c'est assez original. Et donc Brasov, c'est la grosse ville du coin. On est arrivé le soir où on a bien galéré à se garer parce que alors c'est très pratique pour les locaux, ça j'en doute pas, mais la quasi-totalité des parkings en ville, pas une bonne partie en tout cas de ce qu'on a vu, pour réserver son parking, pour payer, il faut utiliser une application. Quand on n'est pas local, c'est assez compliqué. C'est le cas à Sibiu, on a été obligé de changer de parking parce qu'on n'arrivait pas à faire. Et à Brasov, j'ai mis au moins 45 minutes à réussir à installer l'application et à payer parce que c'était une galère pas possible. Rien qu'avec déjà la 3G, ensuite il fallait installer l'application, ensuite il fallait rentrer tous les... ça a pris un temps fou. Donc je comprends bien que pour les locaux c'est parfait parce que t'as juste à te connecter, t'as juste à payer comme ça doit se faire en 2-2, mais quand t'es pas du coin, c'est un peu plus compliqué. Donc après Brasov, on l'a visité le lendemain matin, très tôt le matin. Quand on est passé sur l'une des premières routes, sur l'une des premières voies où on marchait, on a attendu dans un café Maître Gims. Ici, il y a du Maître Gims qui est dans la rue. Oh Maria, oh Maria. Je le connais pas. Voilà, après Brasov, c'est pas non plus la plus belle des villes. Il y a une très grande église, mais vaut pas particulièrement le coup. Il y a une place principale avec un musée, mais du coup il était pas ouvert parce qu'on était trop tôt. C'était juste cette place-là qui était un peu sympathique. Autrement, il n'y a pas la ville la plus belle de Roumanie, clairement. Dans la ville, il y a l'une des rues les plus étroites d'Europe. C'est vrai qu'elle est étroite, mais bon, elle n'est pas aussi étroite que celle de Prague, par exemple. Mais ce qui est original avec celle-ci, c'est que il y a quelques peintures assez sympathiques et il y a un emplacement de peinture blanche. Il nous conseille
conseille d'écrire sur cette jaune blanche, donc on a écrit quelques trucs comme à certains endroits où on est passé, histoire de marquer notre passage. Et un peu plus loin, on a aussi vu des statues assez particulières d'animaux. Il y avait un lynx, il devait y avoir une biche, un sanglier aussi, il y avait un ours. Et l'ours, il a une expression faciale qui est assez particulière et une posture assez particulière aussi, donc il nous a bien fait marrer l'ours. On a pris des photos à côté de lui, mais vraiment il est tout patraque là, il fait presque pitié. On a vu un ours, on peut dire qu'on a vu un ours. Bon, celui-là était pas très agressif. On a failli en voir d'autres aussi, on y reviendra tout à l'heure. Voilà, et puis en partant de Brasov, on est allé faire des courses dans un Lidl où on a vu sur la façade de la pub pour les produits français, uniquement pour les fromages, je crois. Et donc il y avait des fromages de partout en France, et dont la Bretagne d'ailleurs, qui n'est pas particulièrement connue pour ses fromages. D'ailleurs, petite devinette sur le coût de la vie en Roumanie. Bon, alors on vient de faire les emplettes parce qu'on était à court d'approvisionnement en nourriture et on a pris tout ça. Alors à votre avis, combien ça coûte? Tout ça, plus une bouteille d'eau. Alors une bouteille d'eau, plus des muffins, plus un beurre de céréales, dans tous les sens. Quoi, c'est 25 € en France? Ouais, quoi. À peu près Ouais. 25, ouais, je pense. On a payé 8 €. 38 lait, 8 € à peu près. Ah bah, un petit peu, 1,47, donc un chouille plus. 8 €. Ouais, putain, tout ce qu'on a pris. Et après, comme autre grosse ville, on a vu Buzo, mais on est passé vraiment très rapidement dedans. Braila, on a vu aussi, mais très rapidement, que c'est une ville assez particulière, parce que la structure de la ville est assez particulière. C'est une sorte d'arc de cercle, elle est au bord du Danube. Et là, c'est à cet endroit-là qu'on a pris d'ailleurs le bateau pour traverser le Danube. La ville en particulier, elle n'a pas l'air très intéressante. La ville la plus intéressante à l'est qu'on ait vue, du coup, c'était Constanța, qui fait vraiment, qui doit être très ancienne, parce que déjà, donc il y a beaucoup de ruines dans le centre de la ville. La statue d'Ovidius, un poète romain, qui finit ses jours à Constanța. Puis il y a quelques bâtiments assez intéressants. On a fait la mosquée de Constanța, dans laquelle on peut monter dans le minaret, avec une vue assez sympathique sur le port en fin de compte. Et puis bien sûr, le bâtiment phare de Constanța, c'est le casino qui est complètement laissé à l'abandon en fait, mais ça reste un bâtiment assez imposant et qui est juste au bord de la mer. Et puis en revenant ensuite à Bucarest, on est allé au nord de Bucarest où il y a les thermes de Bucarest, qui sont plus à Otopeni qu'à Bucarest, où on a passé du coup la dernière soirée à profiter, se baigner. Donc c'est un complexe assez impressionnant, qui se divise en 3 secteurs différents. Il y a Galaxy, qui est un secteur plus a priori pour les enfants, moins zen on va dire, parce que c'est un ensemble de complexes. C'est un complexe avec plein de toboggans et des piscines. Celui qu'on a fait, donc c'était The Palm, qui est plus donc la grosse piscine et les restaurants. Et puis le dernier c'était Elysium, qui est plus composé de spa, massage. Il doit y avoir aussi des saunas, hammams et compagnie. Donc nous on était plus dans le mood tranquille, prendre un bain et manger. Donc voilà, on est allé juste sur The Palm. Donc en fait on paie un certain forfait pour rentrer, pour une durée de... C'est 3 ou 4 heures, je me souviens plus. C'est 3 heures je pense. Et je suis pas ça, à 3 heures tranquille. Et en fait le temps passe très vite quand même, une fois arrivé. Et ensuite on peut aussi, il y a des portiques entre les différentes zones, on peut passer d'une zone à l'autre avec un supplément. Et autrement, toutes les consommations aux bars qui sont au bord de la piscine ou dans les différents restaurants, on vient les payer en scannant un petit badge qu'on a sur le bras et on règle les suppléments à la fin. Et il est bien aussi de ramener ses claquettes. Moi, j'ai oublié les miennes, forcément. Alors j'avais pendant tout le reste du voyage, mais j'ai oublié de les prendre pile à ce moment-là. Et donc j'ai pris des claquettes collector des thermes de Bucarest. Dès qu'on allait se baigner, je me les suis fait voler. Alors qu'on avait mis, pour se repérer, celle de ma sœur qui était reconnaissable parce que c'était vraiment les siennes. Alors tu les miennes, il y a quelqu'un qui est allé les retirer et voler mes claquettes des thermes de Bucarest. Donc j'étais assez vénère. Donc j'ai fait ce qu'on m'a fait finalement. J'ai repris des claquettes de quelqu'un d'autre qui a dû être énervé et faire la même chose à quelqu'un d'autre, etc. Donc mentalité pas terrible, j'aime pas trop ça. Mais donc sinon on a mangé dans des restos, mais donc sinon on est allé dans d'autres petites piscines assez particulières. Il y a des piscines au lithium, qui est très bon pour l'humeur apparemment. Je sais pas si c'est vrai, mais une piscine magnésium-calcium, mais celle qui m'a le plus marqué c'était la piscine mer morte, qui est assez particulière, très salée, donc déjà en flotte, mais le plus particulier c'est que vraiment tous les endroits où on s'était abîmé pendant les 8 jours, à ces endroits-là ça piquait énormément, parce que le sel venait à attaquer vraiment, on n'est pas resté très longtemps, on est resté 2 minutes peut-être, mais c'était insupportable, après on est sorti, et après moi ça me grattait, ça me piquait jusqu'à la fin de la soirée, donc c'était pas... Bon, ça a dû avoir un effet probablement bénéfique, mais bon c'était pas très agréable sur le moment. Voilà pour les villes, maintenant on va parler de quelque chose qui est assez particulier
particulier à la Roumanie, c'est les citadelles et châteaux. Donc vraiment, la Roumanie, c'est vraiment le pays des châteaux. On en a vu pas mal, au moins un par jour. Pas tout à fait, mais quasiment. Bon, le premier qu'on a vu, c'est c'est la citadelle de Poenari, qui est à l'entrée des Carpates, côté sud. Donc c'était la citadelle de Dracula. Et donc pour celle-ci, en fait, elle est fermée depuis, je crois, 2017, parce qu'il y a des ours qui sont dans la forêt juste à côté, sur les hauteurs, apparemment. Donc c'est totalement fermé au public et ça ne risque pas d'ouvrir avant plusieurs années probablement. Et à raison, parce que c'est à ce moment-là qu'on a reçu la fameuse notification sur le portable de Loeva. Moi, j'ai rien reçu. J'aurais pu crever, c'était pareil. Mais elle a reçu une notification probablement liée à sa localisation qui disait que sur la route où on était, il y avait un ours qui se baladait sur la route dans autour de la ville, la petite commune d'Arifou, ville vers laquelle on allait. Mais on n'a pas eu l'occasion de voir cet ours. C'est peut-être pas plus mal d'ailleurs. Je préfère mon ours de Brasov, il était moins dangereux probablement. Puis ensuite, plus tard, on est allé donc au Nedouara, le château des Corvines. Donc le château, de l'extérieur, il est sympathique, de l'intérieur, il est pas le plus beau château qu'on ait fait. Donc vraiment, le plus beau à voir dans ce château, c'est vraiment l'extérieur. Clairement, quand on a visité l'une des tours, Loeva est tombée dans les escaliers sur ses fesses. Elle a glissé sur la première marche tout en haut des escaliers. Sur le sol, on s'était fait un fou rire. On a vu qu'il y avait des chauffages dans les pièces de château là. Chauffage à fond, on était en septembre, il faisait pas particulièrement frais, il faisait très bon dehors. Et ils mettaient les chauffages à fond avec les portes ouvertes. Enfin, c'est assez particulier. Je pense qu'ils sont assez frileux parce qu'on a eu l'occasion de voir pas mal de ces chauffages-là allumés aussi à Pélèche ou même des feux dès septembre dans leur maison, il doit y avoir froid. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de villes qui sont très polluées, dont Unedouara, dans laquelle il y a le château des Corvines, et puis aussi Deva, la ville un peu plus au nord où on est allé voir la citadelle en prenant un téléphérique pour monter. Mais la citadelle n'est pas particulièrement intéressante. Le centre de la citadelle était totalement fermé. Même pour la vue alentour, il n'y a pas grand-chose à voir à part la ville polluée de Deva. Donc, après, plus tard, on a vu de loin, parce qu'on n'est pas allé jusque la forteresse. C'est une forteresse en ruine à Saskiz. Ça avait l'air joli, mais on n'avait pas spécialement le temps et ni la volonté de monter jusque tout là-haut. Et on entendait des bruits dans la forêt, comme des animaux sauvages dans le coin, donc on s'est dit, oh, peut-être pas y aller. Et puis donc, on a choisi de plutôt réserver le temps pour le château de Bran, très touristique par contre, le château de Bran. À l'intérieur, c'est un trajet fléché, ce qui pourtant ne crée pas trop de problèmes de circulation. Les gens vont assez vite. Il y avait beaucoup de monde, mais c'était pas trop blindé non plus. Ça allait, on arrivait à avancer, on arrivait à prendre des photos sans qu'il y ait trop de monde sur les photos. Donc ça restait faisable. On a d'ailleurs squatté un tour guidé en français avec des gens d'une moyenne d'âge autour des 60 ans, je pense, plein de retraités. Et non, pour Bran, ce qui est le plus intéressant, je pense que c'est la cour intérieure qui est assez jolie. Mais le château est très petit, ça, on fait très vite le tour. Quelques décors sympas à l'intérieur, surtout. Vu de l'extérieur, le château est pas non plus terrible, mais l'intérieur est très sympathique. Donc la prochaine citadelle qu'on ait faite, c'était à Rechnov. On est monté en tracteur qui a 2 arrêts. C'est un parc d'attractions, dinosaures, je sais pas quoi, pour les enfants. C'est le premier arrêt. Et puis ensuite, il y a le deuxième, c'est la citadelle de Rechnov. La citadelle est assez jolie. Il y a quelques tours vachement bien conservés. Quelques endroits assez sympathiques à l'intérieur. Ça va être plus joli au printemps ou au début de l'été. Et puis il y a pas mal de chats aussi. Mais bon, le plus beau château qu'on ait fait, c'est Pélèche. C'est sûr et certain, avec un autre château à côté qui est complètement masqué par ce château-là. Donc c'est le château de Pélichor. Il fallait qu'on choisisse, donc on a choisi Pélèche bien sûr. Et l'extérieur est magnifique, et l'intérieur l'est tout autant. On n'a pas le droit de prendre des photos, normalement, à condition de payer un plus. Donc ce que j'ai fait, parce que vraiment ça valait vraiment le coup, avec tous les jolis décors à l'intérieur. Donc j'avais mon petit papier en mode photographe, et les gens me regardaient trop bizarrement. Ça doit pas être dans leur budget de pouvoir prendre des photos. C'était pas spécialement cher, mais bon, après, pour les gens d'Europe de l'Ouest, facile de payer ça. Donc j'étais un peu vu comme le photographe officiel de je sais pas quoi d'ailleurs. Et juste avant d'aller à Pélèche, on avait marché dans la gadoue des Carpates à Boussegui. Et on s'est dit on va cradosser le château, c'est pas possible. Mais non, en fait ils fournissent des charlottes de pied. Enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais j'appelle ça des charlottes de pied. Chaque salle a un peu son ambiance, son style. Il y a des salles plutôt à l'italienne, plutôt à l'allemande, plutôt à la française. Même des salles avec des armures ottomanes. Donc c'est vraiment très intéressant comme château, c'était très joli, autant l'intérieur que l'extérieur. Il y avait des tableaux aussi de Venise, la place Saint-Marc. Il y a aussi des lustres en verre, magnifiques, plein d'armes, des statues, des canons, etc., etc. Donc s'il y a un château à faire en Roumanie, comme je le dis dans la vidéo, c'est Pélèche, clairement c'est Pélèche. Comme la vidéo est déjà assez longue, j'ai coupé en 2 parties. Donc la deuxième sortira très bientôt et on parlera des traditions du pays, des routes et transports, de l'hébergement, de la nourriture, de nos anecdotes et autres informations.